Bien, écoutez, je vous propose que nous reprenions nos travaux. Peut-être que tu vas signaler les absents, peut-être avec tes pouvoirs, si tu veux, juste là. Bonjour à toutes et tous. Donc, Marie-Laure Baudouin est excusée pour raison médicale. Et on va réfléchir, elle va donner pouvoir. Thierry Bracmont est excusé et a donné pouvoir à Philippe Vacher. Christian Brault, excusé, et donne pouvoir à Nelly Dury. Visite ministérielle. Oui, visite ministérielle. Francis Kamal est excusé pour une prise de commandement à la gendarmerie de Gien et a donné pouvoir à notre président. Karine Haribé est excusée pour raison professionnelle, a donné pouvoir à Baptiste Chapuis. Isabelle Lançon est excusée, donne pouvoir à Hugues Saury. Hélène Lorme est excusée pour une réunion à la cour d'appel et donne pouvoir à Marie-Agnès Courroy. Pauline Martin est excusée, elle est retenue au Sénat et m'a donné pouvoir. Et Ludivine Ravenot est également sur la visite ministérielle et donne pouvoir à Jacques Messas. Voilà, donc le quorum est largement atteint, donc nous pouvons valablement délibérer. En reprenant donc nos travaux à la hauteur de ce qui nous étions arrêtés hier, nous allons passer au rapport de la commission F, donc avec la présidente Laurence Bellay. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Le premier rapport F1 est présenté par Lynn Fleury, puisqu'il s'agit de notre accès aux soins. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le présent rapport a pour objet de vous présenter le règlement 2025 du dispositif d'aide aux collectivités dédié aux investissements en faveur de l'accès aux soins. Donc, pour information, il a été présenté à la commission Culture, Attractivité et Démographie médicale le 7 octobre dernier. Et pour information, à la commission Emploi, Économie, Ressources humaines, Solidarité territoriale le 4 octobre. Le département s'est engagé depuis plusieurs années à lutter contre la désertification médicale en investissant près de 2 millions d'euros en 8 ans pour soutenir la construction de maisons de santé pluridisciplinaires et l'installation de professionnels dans les cabinets médicaux et paramédicaux. En décembre 2022, nous vous avons présenté le plan Priorité Santé avec 4 axes, je veux bien vous les redonner. Accès aux soins des Loiretains, accompagnement des professionnels de santé, accompagnement des étudiants en santé et attractivité du territoire. Sur ce dossier, une nouvelle enveloppe annuelle de 1 million d'euros a été mise en place à partir de 2024, donc de cette année, pour accentuer le soutien aux investissements en santé portés par les collectivités pour leur permettre d'être attractifs dans l'accueil des professionnels de santé et pour accompagner l'évolution de leurs besoins selon 4 grands axes encore. Ceux-là sont nouveaux. Donc, rénovation, adaptation ou agrandissement de structures de soins existantes, réhabilitation de locaux existants et transformation en structures de soins, opération d'amélioration des conditions d'exercice des professionnels de santé déjà installés, et rénovation et équipement de logements à destination d'étudiants et professionnels de santé. Alors, bien sûr, ces axes stratégiques peuvent donner lieu à une subvention de 30% dans la limite de 200 000 euros. Ensuite, une phase d'instruction est mise en place avec des examens sur des différents projets. Les dépôts de ces dossiers sont la même période que le volet 3, c'est-à-dire du 15 novembre au 15 janvier. Le soutien financier maximal du département ajouté au financement public ne pourra excéder 80% du montant total de l'opération. Les opérations relevant de cet appel à projet ne pourront être soutenues dans le cadre du volet 3
de la politique de mobilisation du département en faveur des territoires. Elles pourront en revanche être réorientées vers le volet 2 dans le cas où celui-ci s'avérait plus favorable pour le porteur de projet. Les décisions qui vous sont proposées sont donc d'approuver le projet de règlement de l'appel à projet 2025 concernant les investissements des collectivités en faveur de l'accès aux soins, tel qu'annexé au présent rapport, et d'autoriser la diffusion à compter du 15 novembre 2024. Et la deuxième chose, donc, approuver le renouvellement d'une enveloppe départementale annuelle d'1 million d'euros sous réserve de vote du budget 2025. Voilà ce que je peux vous proposer. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport, ces aides apportées, en espérant qu'évidemment que tous ces dispositifs, qu'ils soient portés par la région, le département, puissent porter leurs fruits et que dans quelques années, ça ne soit plus qu'un mauvais souvenir, cette démographie médicale. Pas de questions, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Rapport F2. Le rapport F2 est pratiquement un rapport plutôt de CP. Il s'agit là de vous proposer la saison culturelle 2024-2025 en Seine, dans le cadre de nos aides culturelles que nous accordons. Ce dispositif permet aux communes et groupements de communes de bénéficier d'une aide pour l'achat de spectacles vivants. On entend par là la musique, la danse, le théâtre, les arts du cirque pour une saison culturelle qui débute le 1er septembre d'une année et qui s'en va jusqu'au 31 août de l'année suivante. Vous avez donc en annexe l'ensemble des dossiers qui nous ont été proposés et passés en commission. Il y a 32 demandes complètes et instruites pour un montant total de 23 172,30 € aux bénéficiaires que vous avez donc détaillés dans l'annexe. Vous verrez assez bien avec le tableau qui vous est présenté qu'on a un maillage territorial assez exhaustif avec souvent les petites communes qui peuvent profiter de ce dispositif, ce qui est tout l'objet. Donc voilà, il vous est proposé d'attribuer ces subventions pour le montant total de 23 172,30 €. Bien, merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport F2, sur cette saison culturelle en Seine, qui, ça y est, maintenant, s'est bien installée, je dirais, dans les esprits des élus et des associations, des associations culturelles et des communes. Non, il n'y a pas de questions. Enfin, je vous propose de voter. Ah si? Ah pardon, Vincent Devailly. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, pas vraiment en rapport avec En Seine, si vous m'autorisez à dévier un tout petit peu sur le festival de Sully. En Seine est parfait pour les communes puisque ça permet au département de rayonner sur tout le territoire. C'était l'image aussi que j'avais du festival de Sully, et en grand défenseur du festival de Sully et en grand défenseur de la musique classique, je suis attristé par les choix qui ont été faits de réduire le nombre de communes qui recevront un concert l'année prochaine. Donc je comprends évidemment bien qu'il faille faire des économies, ça c'est très clair, mais peut-être que d'autres choix auraient peut-être pu être pris. Donc 11 communes, on passe à 4. Il faut, enfin voilà, comme je le disais tout à l'heure, le rayonnement du territoire, il passe aussi par les concerts proposés sur tout le département, et ça permettait aussi, ces concerts, de magnifier le patrimoine. Et ça, franchement, c'était vraiment une réussite de ce festival. Donc oui, je sais que vous êtes aussi peiné que moi, je le comprends parfaitement, mais bon, je voulais intervenir. Et ces événements dans nos communes, ils sont vraiment attendus. Enfin, moi, je sais que mes administrés, ils viennent me voir et ils savent que c'est de qualité et vraiment un concert attendu. Voilà, Monsieur le Président, je vous remercie. Laurence? Simplement dire, ce qu'on a effectivement débattu en commission. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait été prévenu parce que ça n'avait pas encore été annoncé. On commence à effectivement pouvoir joindre les différentes communes. Donc, comme Vincent vient de le dire, pour une année, en tous les cas, cette année 2025 qui est compliquée, on le dit depuis hier, le festival de Sully sera
On continue quand même d'avoir ce marqueur fort de territorialité, puisqu'on va avoir les points cardinaux qui seront respectés avec le nord, le sud, l'est et l'ouest, puisqu'on conserve la ville de Pithiviers, la ville de Sully, bien sûr, Montargis, et puis Beaugency et Olivet. Voilà. Donc, on espère bien sûr que ce ne sera que temporaire et que dès 2026, même si on remodelait un petit peu le festival, en tous les cas, on revienne avec un maillage beaucoup plus important et voilà, que ça n'est que momentané. Ouais, j'entends un peu de bruissement par rapport aux villes citées. Olivet, c'est tout simplement parce qu'il y a le théâtre de verdure qui permet d'avoir une capacité de, je ne sais pas combien, 700, 800 places 700 places. Donc, c'est aussi ce qui a prévalu. Oui, oui, bien sûr, c'est parce que c'est ce qui prévalait aussi sur la capacité d'accueil des salles ou des lieux de spectacle. Donc on est sur une grosse capacité à Olivet, théâtre de verdure, un lieu aussi qui est quand même assez emblématique au bord du Loiret, qu'on a voulu conserver. Mais après, moi, je déplore effectivement, je regrette qu'on n'ait plus Yves-Châtel, qui est le seul plus beau village de France. Je regrette évidemment La Chapelle aussi. Mais Gien et bien d'autres. Donc, nous aurions pu, la décision n'était pas encore définitive, mais nous aurions pu mettre un coup de crayon complet sur le Festival de Sully. Vu la dépense que cela représente, et en tout cas l'équilibre financier n'est jamais au rendez-vous, puisqu'il y a toujours une subvention d'équilibre qui est importante. Mais là, le budget n'est pas encore construit. Hein. Il y a des ébauches, il y a quand même une première trame. Et moi, je remercie tous les présidentes et présidents de commission qui ont produit des efforts pour préparer ce budget. Mais là, quand on n'avait pas encore le PLF, hein, comme je l'ai dit hier, le PLF et le PLFSS même qui arrivent. Et là, pour l'instant, on est dans l'incapacité totale d'équilibrer notre budget. Si on pouvait faire comme l'État, emprunter pour le fonctionnement et accumuler une dette abyssale, non, mais voilà, c'est pas une bonne gestion. Comment ? On le ferait pas. Mais voilà, donc, oui, moi, je vous garantis pas à 100% qu'il y aura un festival de Sully l'année prochaine. C'est brutal, mais parce que aujourd'hui, on doit quand même repeigner toutes nos politiques. Et que Philippe Lacombe, qui est en train de prendre contact depuis quelques mois avec les agents, les différentes compagnies, constatent qu'il y a une hausse de 25% sur tout l'aspect technique, intermittent du spectacle, son et lumière, y compris les cachets des artistes. Donc ça devient, comme le disait le président, très compliqué. Bien, y a-t-il d'autres remarques sur ce rapport F2 ? Oui, Jean-Vincent Valliès. Oui, Président, merci. Peut-être que la question qui se pose là, entre les lignes, mais on est là pour se dire les choses, avec effectivement des choix difficiles qu'on a à faire. Peut-être faudrait-il trouver des moyens entre nous de participer, de co-construire ces choix, plus que ça n'a été, hein, parce que c'est la deuxième ou troisième délibération depuis hier, où on se dit, est-ce que vous avez prévenu vos concitoyens dans vos cantons ? Ben non, on n'était pas au courant. Première question. Et deuxième question, pour rejoindre notre collègue vice-présidente, je pense qu'effectivement l'attractivité du territoire se fait aussi par des activités associatives, culturelles, patrimoniales et autres, etc. etc. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais là aussi, encore faut-il peut-être pouvoir les élaborer ensemble. Voilà, pour la couverture de ce territoire, les lieux qu'on a envie de défendre, que ce ne soient pas toujours les mêmes. Alors le festival de Sully, bien évidemment, Sully, voilà, on ne va pas déplacer le château ailleurs, mais que cette dynamique que l'on souhaite, donc sur un accord de couverture de l'ensemble du territoire, on puisse l'élaborer d'une manière peut-être un peu plus collective, quoi. Voilà, en tout cas, c'est un vœu que moi je peux exprimer. Alors, tous les rapports financiers passent en commission intérieure. Enfin, je laisserai Laurence expliquer comment elle procède avec sa commission, mais enfin, tous les rapports financiers passent en commission intérieure. Puis il y a la commission des finances ensuite qui se réunit avec 2 représentants de la minorité qui sont associés en toute transparence, évidemment, à la construction du budget. Mais en amont déjà, il y a des commissions qui ont fait des séminaires. Hein, je sais plus, Laurence, je crois que tu en as fait un. Enfin, je te laisse la parole si tu veux expliquer. Mais en tout cas, je pense que les présidents et présidents de commission ont une transparence totale vis-à-vis de leurs élus. Hein.
Oui, en septembre, notre réunion de commission est un séminaire sur lequel, ce temps-là est dédié aux différents directeurs de services pour nous balayer les actions en cours, l'étiage financier. Et puis là, cette année particulièrement, où on a un petit peu été plus en avance, regarder quels sont les objectifs de l'année suivante. Donc, on a commencé à parler du Festival de Sully dès lors. Pour l'instant, comme le disait le président, on a pris contact avec les communes qui étaient retenues. Celles qui ne sont pas retenues sont en cours et ont reçu un courrier. Et dans la commission, nous avons effectivement acté ce modèle réduit sur 2025, si tant est qu'on puisse aller jusqu'au bout, comme le disait le président. Et c'est valable pour toutes les politiques de notre commission, avec un accent encore plus fort sur la santé. Bien, merci pour toutes ces remarques. Je vous propose de voter sur ce rapport. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, donc merci. Rapport adopté. Bien, écoutez, merci Madame la Présidente Laurence. Nous passons au rapport G avec deux rapports sur des désignations de conseillers départementaux. Donc le rapport G1, suite au décès de notre regretté Alain, Alain Grandpierre, pour qui nous avons évidemment une pensée. Donc il y a son remplacement au sein d'organismes extérieurs et au conseil d'administration du SDIS. Alors pour le CA, donc il y a déjà Alain sera remplacé par Johan sur toutes les représentations extérieures. Donc vous avez la liste dans un tableau. Je ne vais pas vous donner toutes ces représentations, mais je pense que Johan Jobé en a pris connaissance, évidemment. Donc il a bien intégré cette présence dans toutes ces commissions, dans toutes ces instances. Et au niveau du SDIS, là, par contre, on ne peut pas procéder à une nouvelle élection du CASDIS. C'est donc Gérard Malbaud, qui était suppléant d'Alain Grandpierre, qui siégera à sa place au SDIS, au CASDIS, donc dès cet après-midi. Voilà, donc je vous propose, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce rapport G1. En tout cas, je vous propose de voter. Sinon, donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Et le rapport G2, cette fois-ci, c'est la commission d'appel d'offres. Et la commission d'appel d'offres relative au marché de partenariat, là aussi, donc nous avions en page 2 les désignations, donc avec membres titulaires Pauline Martin, Hervé Gora, Alain Grandpierre, Isabelle Lançon, Grégoire Chapuis, et en suppléant Gérard Malbaud, Philippe Vacher, Corinne Mézassar, Marie-Laure Baudouin et Mathieu Gallois. Donc il vous est proposé, dans la décision proposée, que Gérard Malbaud intègre le poste de titulaire de la commission d'appel d'offres et que Yann Jobé entre en tant que suppléant. Voilà ce qui vous est proposé dans ce rapport spécifique commission d'appel d'offres et la commission d'appel d'offres relative au marché de partenariat. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Non, je m'en doute. Je propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Bien, nous allons passer maintenant au dernier rapport de cette séquence, de cette session, donc avec, je dirais, comme je l'ai dit hier, un peu le plat de résistance. Donc cette décision modificative numéro 2. Donc je pense que c'est Pierre qui a la zapette pour le... Voilà, donc je vais laisser évidemment notre rapporteur général du budget, Christophe Bouquet, pour un propos introductif et puis dérouler cette décision modificative d'ajustement comme c'est de coutume. Voilà, avec quand même des décisions assez fortes sur certains points. Voilà, monsieur le rapporteur, à vous. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, comme nous avons l'habitude en fin d'exercice budgétaire de procéder à cette DM numéro 2, donc avec des ajustements de crédit, des corrections qui vous sont proposées, qui résultent d'une part des notifications qui interviennent en cours d'exercice fournies par l'administration fiscale, et puis d'autre part, en fonction du rythme d'avancement dans la mobilisation des crédits, qui nous permettent notamment en investissement d'ajuster notre emprunt d'équilibre. Toutefois, cette DM s'inscrit dans le prolongement d'une tendance qui s'affirme à chaque étape budgétaire, à savoir une érosion de notre épargne brute et donc de notre capacité d'autofinancement. Si la reprise intégrale de la provision pour la sécurisation du canal d'Orléans de l'ordre de 8,1 millions d'euros nous permet de compenser en partie les 11,7 millions de dépenses de fonctionnement supplémentaires,
Nous ne bénéficions plus d'aucune marge d'action pour juguler les hausses de dépenses de fonctionnement, et notamment sur les aides individualisées de solidarité, dont les courbes ne cessent de croître. À l'instar de près d'un tiers des départements de France qui se trouvent en fin d'année avec une épargne négative, nous sommes face à un mur infranchissable. Cette dégradation financière ne va pas s'améliorer avec les dispositions rendues publiques le 8 octobre dernier dans le volet collectivités locales du projet de loi de finances pour 2025, où le gouvernement prévoit de mettre à contribution les collectivités territoriales pour participer au redressement des finances publiques avec une ponction de 5 milliards d'euros sur leurs recettes. Déjà en proie à des dépenses sociales en hausse, les départements subissent donc la double peine, bien que 20% d'entre eux, ceux les plus fragiles financièrement, mais je vous rassure, on n'en fait pas partie, soient exemptés de cette contribution au redressement des finances publiques. Il est toutefois extrêmement fallacieux de faire porter l'effort sur les collectivités territoriales et de faire croire à nos concitoyens que la dérive de notre modèle nous incombe. Je voudrais simplement rappeler que les collectivités territoriales ne représentent que 8,1% de la dette totale, quand celle de l'État représente 81%. L'Association des départements de France rappelle que les départements sont responsables de moins de 1% des 3 200 milliards d'euros de dette publique. L'association déplore que les budgets des départements servent à financer les promesses sociales des gouvernements successifs. La part des interventions sociales dans le budget des départements serait ainsi passée de 64% à 70% en 10 ans. Rien que pour les AIS, le reste à charge des départements aura doublé, passant en 10 ans de 6,3 milliards d'euros à 12 milliards d'euros. Il est tout de même curieux de faire contribuer les collectivités qui ne représentent que 8% de la dette totale, alors qu'elles contribuent à 60% de l'investissement public total. C'est un très mauvais calcul. Dans ce contexte, la préparation du budget primitif 2025, et ça a été dit effectivement à l'instant, relève de l'exploit pour notre collectivité. Si on intègre l'ensemble des mesures présentées dans le projet de loi de finances 2025 et la ponction sur les recettes des collectivités territoriales, et je ne vais pas revenir effectivement sur ce qui a été développé hier, sur ce fameux mécanisme de précaution, sur le gel des recettes de TVA et les autres dispositions annoncées comme la revalorisation des cotisations CNRACL, les premières projections sont très préoccupantes. Il y a un risque avéré d'un autofinancement brut proche de zéro. En attendant de pouvoir disposer de tous les éléments pour construire le prochain BP, je vous propose d'examiner cette décision modificative dont la synthèse, normalement, s'affiche à l'écran. Alors, donc le premier point, comme je vous disais, c'était des dépenses encore en augmentation sur la section de fonctionnement avec plus de 11 millions d'euros. Qui sont en partie compensés effectivement par des recettes supplémentaires de 15 millions d'euros que nous allons effectivement développer dans un instant. Et sur la section d'investissement, des ajustements de moins 2,3 millions d'euros en dépenses et moins 5,7 en recettes. Comme je vous l'ai indiqué à l'instant, des ratios cibles qui se dégradent de façon extrêmement brutale. Un taux d'épargne brute qui chute à 2,5%, alors que l'année dernière, à la même époque, pour la DM2, nous étions à 5,5%, et une capacité de désendettement qui s'affiche maintenant à 29,2 ans, alors que l'année dernière, nous étions à 13 ans. Troisième point notable de cette DM, c'est l'ajustement de l'emprunt d'équilibre que nous effectuons effectivement à chaque fois en matière de DM2, mais là aussi qui est quand même plus réduit que d'habitude, et qui vous est proposé à hauteur de moins 10,8 millions d'euros. Et nous avons emprunté quand même cette année 100 millions d'euros avec une dette totale maintenant qui s'affiche à 528 millions d'euros. Tout d'abord, les dépenses de fonctionnement, donc avec ces 11,7 millions d'euros supplémentaires et qui vous sont présentées à l'écran par ordre décroissant. Tout d'abord, ça a été aussi largement évoqué au cours de cette session, les dépenses concernant la protection de l'enfance, avec une nouvelle subvention d'équilibre pour la NDE de 4,9 millions d'euros. On y trouve là-dedans plus de 3,9 millions d'euros pour la masse salariale. Le deuxième poste concerne la masse salariale pour 2,5 millions d'euros
Donc on a l'ajustement du glissement vieillesse technicité pour 700 000 euros. Et puis on intègre aussi tous les montants estimés des postes vacants pour la fin de l'année, de l'ordre de 1,8 million d'euros. Je rappelle que nous avons encore plus d'une centaine de postes vacants voilà, dont nous devons intégrer effectivement dans cette fin de cycle. Sur la PCH, une augmentation donc, de 2,100 qui est due à la hausse de 5,8% de bénéficiaires que nous avons effectivement enregistré fin août. 1,2 million d'euros pour les achats, donc notamment pour les entretiens et les réparations. Alors il y a 700 000 euros pour le parc auto. 1,1 million pour les frais financiers, donc des ajustements d'ICNE et des frais de trésorerie. 900 000 pour les frais d'hébergement, alors avec une succession là aussi de plus et de moins. Pour la politique aussi de l'enfance, c'est des ajustements pour, on va dire, 3 millions d'euros qui sont effectivement décalés pour les MEX, mais on rajoute 1,2 million pour les MNA qui remontent. Les aides à la personne, 500 000, ça concerne les allocations tiers dignes de confiance, les bourses pour la démocratie médicale et puis les allocations pour les assistants familiaux. 400 000 pour les admissions en non-valeur et les créances éteintes. 200 000 pour l'APA, donc versé notamment au service d'aide à domicile. 200 000 pour les dotations en provision en lien avec l'ajustement de la provision pour risque lié au compte épargne-temps. 200 000 pour les annulations de titres sur exercice antérieur, donc qui reste effectivement classique. Et puis des corrections sur les subventions de moins 600 000 euros pour des crédits qui n'ont pas été consommés. Et ça, vous avez le détail dans la note. Et puis 1,9 million pour la péréquation de la DMTO, donc, qui est liée au prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des DMTO. Sur les recettes de fonctionnement, donc un ajustement de 15,1 millions d'euros. Le poste principal étant celui que j'ai effectivement indiqué tout à l'heure sur la reprise sur les provisions, donc c'était des travaux, si vous vous souvenez, qui avaient été identifiés en 2021. Nous avions à l'époque ajouté 15 millions d'euros sur les travaux du canal. Donc ces travaux étant en partie achevés, donc la provision devient sans objet, et donc nous pouvons effectivement reprendre ces crédits. Et puis il y a aussi dedans une reprise partielle sur des provisions pour contentieux de l'ordre de 225 000 euros. Sur ensuite les autres postes, on rajoute 1,4 million sur les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc ça, c'est dû à des notifications de l'État. 1,3 million sur les recettes du pacte des solidarités. Donc ce pacte de solidarité qui est un programme qui s'étend de 2023 à 2027. 1,2 million sur des apurements de rattachement qui concernent principalement l'APA. 700 000 sur les mandats annulés sur les exercices antérieurs. 700 000 pour les FSE, donc pour les référents insertion. Donc ça, c'est une prise en charge de 50% de la rémunération des référents de proximité. 700 000 sur une plus-value de cession de l'EHPAD de Château Font-Pertuis à Laillé-en-Val. Donc ça, c'est un reliquat sur l'ancien opérateur. 500 000 sur des produits des services. Donc là, on a différents produits, notamment les redevances pour l'occupation du domaine public routier, des remboursements aussi de personnel mis à disposition, et puis les entrées des châteaux qui ont lieu notamment durant l'été. La péréquation de la DMTO, donc ça c'est le parallèle avec les dépenses de fonctionnement qu'on a vu tout à l'heure pour 300 000 euros. Des recettes de l'État sur les MENA, donc ça c'est la participation de l'État pour la prise en charge des MENA, mais pour 200 000, mais comme je vous avais indiqué tout à l'heure, nous avons rajouté 1,2 million en dépenses. Sur le FCTVA, moins 400 000, donc ça c'est dû à des crédits qui ont été retoqués par l'État.
Et puis enfin, moins 1 million sur une réduction, donc 1 million de recouvrement sur les bénéficiaires des frais d'hébergement liés à l'APA au titre des successions. Sur maintenant la section d'investissement, des ajustements de l'ordre de moins 2,3 millions d'euros. Donc ces ajustements, notamment liés à l'avancement d'opérations, 2,8 millions d'euros sur la Cité Loiretaine. Donc ça concerne principalement le pavillon citoyenneté qui a été livré effectivement il y a quelques jours. Donc là, on avait effectivement bien avancé sur cette opération. 100 000 sur les ajustements divers de programmes d'aide, moins 300 000 sur des ajustements aussi sur des différentes opérations d'équipement, moins 400 000 sur le canal d'Orléans, donc là, les espaces naturels sensibles. Donc ça, c'est un glissement plutôt sur l'exécution. Moins 600 000 sur le plan pluriannuel d'investissement du SDIS. Donc ça, c'est le plan casernement, toujours dans le glissement d'exécution. Moins 700 000 sur les travaux d'électricité. Donc ça concerne les travaux d'amélioration esthétique, les travaux de renforcement et de sécurité. Moins 800 000 sur le plan Loire et bien vieillir, là aussi avec des ajustements de calendrier. Moins 2 millions sur le volet 4, la mobilisation en faveur des territoires, et toujours en décalage avec du calendrier. Et puis moins 2,5 millions d'euros sur le THD. Donc là, c'est des décalages de subventions pour l'enfouissement des lignes. En recettes d'investissement, donc des corrections de l'ordre de moins 5,7 millions d'euros. Donc on fait rentrer des subventions d'équipement, notamment principalement sur la dotation de soutien à l'investissement des départements, donc pour les programmes des centres de secours particulièrement d'Orléans et de Châteauneuf, de l'ordre de 3,6 millions d'euros. Des corrections de moins 2,4 en FCTVA, donc ça c'est des opérations qui étaient moins bénéficiaires de FCTVA. Et puis, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le fait notable, c'est cette diminution de notre emprunt d'équilibre de moins 10,8 millions d'euros. Donc notre emprunt d'équilibre que nous avions inscrit à 109 millions au BP, donc passe à 98 millions d'euros. On vous a mis aussi une petite nota bene concernant des dépenses et des recettes d'investissement qui comprennent également la vente de l'EHPAD de Saint-Martin à Malesherbes. Donc ça, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est des écritures qui se neutralisent. Donc c'est une somme totale de 2 159 000. Et donc le budget se verra une recette annuelle de 200 000 euros. Donc le premier versement étant de 107 000 euros, et cela sur un paiement sur 20 ans. Des ajustements toujours sur les autorisations de programme et les autorisations d'engagement. Donc sur les autorisations de programme, moins 3 millions d'euros, principalement liés à des travaux portant sur l'aménagement d'un mur anti-bruit sur la tangentielle. Toujours des restes à réaliser en 2024 qui sont de l'ordre de 747 millions d'euros. Et puis en ajustement d'autorisation d'engagement, 4 millions d'euros supplémentaires, donc qui sont rattachés à tout ce qui est effectivement en maîtrise d'ouvrage du département. Donc plus 3,9 millions d'euros portant sur des marchés globaux de performance dans le cadre du pavillon citoyenneté, et qui est dû aussi au marché d'entretien Medialis pour 1,5 million d'euros. Et puis nous avons effectivement aussi des restes à réaliser, donc pour 115 millions. Là aussi, dedans on comptabilise toutes les redevances qui sont de l'ordre, qui sont issues des PPP. Donc sur cette DN, en synthèse, donc des ajustements qui sont liés à des facteurs impactant le budget du département, donc des différents ajustements, comme je l'ai dit, en fonction des notifications de l'État, des décalages aussi sur les opérations, et donc voilà, une dégradation quand même, encore une fois, très sensible de notre épargne. Au rythme où nous subissons, on va dire, à la fois des hausses
des hausses de l'action sociale et désormais une ponction sur les recettes, comme je l'ai indiqué, cette équation devient quasiment impossible à résoudre. Le nouveau gouvernement doit impérativement engager une concertation avec l'Association des départements de France, avec les élus sur les finances publiques et les mesures qui seraient compensatoires. On l'a dit aussi sur les nouvelles charges sur le Ségur qui a été aussi abordé. Et puis pour terminer, je voudrais partager avec vous un extrait des conclusions de la lettre de l'Observatoire de la décentralisation et de l'action sociale qui a été publiée en juin 2024 et qui indiquait à propos de la dégradation de la situation financière des départements qu'il s'agit bien là d'une crise structurelle qui ne pourra pas seulement être résorbée par le recours aux politiques réparatrices de l'action sociale. Un doublement, voire un triplement des moyens inatteignable dans la situation actuelle des finances publiques ne pourra suffire. La prégnance des actions réparatrices est un puissant fond. La seule voie est la reconstruction et l'entretien des solidarités de proximité. Une perspective atteignable par la mobilisation conjointe des services de l'État, des départements, des communes, des acteurs locaux et des habitants, sans omettre la nécessité de changer de regard sur les personnes accompagnées, en ne les réduisant pas à leurs difficultés et en s'appuyant davantage sur leur potentialité. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci, monsieur le rapporteur, pour ces propos et puis cette conclusion. Effectivement, comme on le dit, les départements sont en première ligne. Travailler sur la prévention, ça paraît aussi effectivement important que d'être dans le curatif, qui coûte beaucoup plus cher, mais là aussi, est-ce que nous en avons les moyens? En commentaire aussi, je dirais que heureusement que nous avions réalisé une provision, puisque on voit qu'il y a une reprise importante sur provision, donc qui nous permet de passer cette DM2, donc d'ajustement budgétaire. Voilà, sur les AP, on voit qu'on est encore très haut, on a plus de 2 milliards d'euros. Bon, donc on parle toujours de toiletter les AP, on le fera. Sur les autorisations d'engagement, ben là c'est un peu, évidemment, c'est inférieur, mais là aussi, il y aura certainement besoin de faire un peu la lumière et là aussi, de voir ce qui peut être décalé ou pas et redescendre à un niveau d'investissement qui soit autour de 100 millions d'euros, 110, c'est l'objectif qu'on peut se fixer pour une année, pour 2025, mais 25 sera difficilement possible. Je regarde Hervé Gora à côté, qui est un gros consommateur de crédit d'investissement. Voilà. Et puis, on a regardé un petit peu ce qui se passait dans les départements. On a parlé de la Loire-Atlantique hier. Donc, eux, pour l'aide aux communes, ils divisent par 2 quasiment, parce que moins 46%. La Gironde aussi, j'ai regardé par hasard des départements que vous connaissez aussi bien que moi, voire peut-être même mieux, 50%. C'est-à-dire que l'aide aux communes, c'est 50% de moins. Nous, on est à 20%. Et 20%, ça vous a fait, comment dire, ça vous a interpellé. Là, ces départements, ils passent à moins 50%. Et d'autres, je vous l'ai dit, on fait année blanche. Donc, je pense, et je le redis, je le confirme, je pense qu'on est encore, peut-être, alors ça méritera d'affiner, mais un des départements qui aide le plus les communes et territoires, avec une souplesse qu'on ne trouve pas ailleurs, d'ailleurs. Parce que on voit bien que quand il y a les silos, ça a été dit par Hugues Rimbourg hier, la Côte d'Or met des silos, et on sait bien que les silos, pour respecter tous les critères, c'est difficile, et les communes, parfois, renoncent ou modifient leurs projets. En tout cas, voilà, simplement pour vous dire qu'on est quand même dans une situation qui est encore favorable aux communes. Et puis, par contre, financièrement, voilà, je ne vous cache pas que si vraiment on va au bout et que le PLF est voté en l'état et le PLFSS derrière en l'état aussi, bon, je vois notre sénateur qui dit ça ne passera pas comme ça. Donc, voilà, je pense qu'on aura vraiment de très, très grandes difficultés. Voilà, maintenant, évidemment, je vous laisse la parole, puisque c'est le débat. Enfin, c'est le débat avant le vote. Christine Tellier. Toute seule. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, quelques mots sur cette DM2. D'abord, un petit peu de marge de manœuvre, peut-être. La masse salariale qui intègre 117 postes vacants pour 1,8 million d'euros. On peut penser que les 117 postes ne seront pas occupés d'ici le 31 décembre et que là, il y aura une petite marge de manœuvre sur ce 1,8 million, parce que ça va être difficile de recruter 117 personnes en 2 mois, peut-être. Bon.
ou alors vous êtes vraiment très fort. Après, sur l'APA, le million d'euros, on en a parlé hier, dû aux dispositions sur l'annulation de l'obligation alimentaire des petits-enfants notamment. Là, il est compté pour l'année entière sur 1 million. Bon, sur cette année, ce ne sera que sur 6 mois. Bon, allez, c'est deux petits exemples qui disent qu'on aura encore des ajustements d'ici la fin de l'année qui devraient être plus favorables. Ensuite, j'ai quelques questions, peut-être une petite remarque. Par exemple, les moins 70 000 du FUL, ou le report des actions sur Loiret Bien Vieillir. Bon, le report de ces actions est d'autant plus justifié qu'il n'y a pas toujours des projets de ficelés pour le moment, donc c'est une manière adéquate de reporter. Pourtant, quand on voit un peu ces projets en commission, puisque je participe à cette commission, on fait rarement, voire pas du tout, des points budgétaires. Moi, je trouverais intéressant pour prendre nos décisions en commission que nous ayons un suivi budgétaire de ces lignes pour voir en commission éclairer nos décisions, y compris dans le sens d'un bon équilibre des comptes du département. Après, il y a quand même 300 000 de moins pour le soutien à la parentalité, 110 000 de moins pour les CAMS. Ça fait beaucoup de choses sur lesquelles on ne sait pas forcément dans le rapport de la DM2 qu'est-ce qui décide de ces diminutions et pourquoi, quelles sont les actions de France Travail qui n'ont pas été faites pour les moins 80 000. Bon, voilà, quelques détails et quelques explications sur ces diminutions permettraient peut-être de les justifier davantage plutôt que juste des chiffres un peu bruts comme ça. Bon, il y a 1,4 million en moins pour la dotation qualité de l'aide à domicile. Je pense que c'est parce que toutes les CPOM ne sont pas encore signées. Il me semble que c'est ce que nous avons dit en commission. Bon, on aurait pu le truc. Après, il y a un point sur lequel je voudrais poser une question et peut-être vous allez pouvoir nous éclairer. Il y a d'inscrits 176 000 euros d'intérêts financiers à verser à la CAF. Parce que le montant du RSA, pour que la CAF puisse le distribuer aux bénéficiaires, n'a pas été versé pendant 3 mois à la CAF. Donc en fait, le département n'a pas versé. La CAF s'est retournée vers le département en disant vous nous devez des intérêts parce que c'est nous qui avons avancé l'argent. Que s'est-il passé ? Christophe, quelques éléments de réponse, et puis j'en apporterai d'autres sur la CAF notamment. Je te laisserai répondre sur la CAF. Sur les postes, oui, on peut toujours, mais sur la masse salariale et ce que vous avez indiqué aussi sur l'APA, sauf qu'on est tenu à un principe de sincérité budgétaire, et à partir du moment où on crée des postes, on est obligé d'inscrire les crédits en face. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous pourrait être, en tout cas, relevé de la part de la Chambre régionale des comptes si effectivement il y avait un contrôle dans ce sens-là. Sur le reste, Loiret Bien Vieillir ou le FUL, c'est tout simplement lié à l'exécution budgétaire. Là aussi, on essaye de quand même pouvoir dégager au moins un excédent, de pouvoir avoir un autofinancement, enfin tout ce qui nous reste de l'autofinancement en direct en fin d'année. Et donc on regarde par rapport à ce qui a été consommé. Ça ne veut pas dire qu'on revient sur des politiques qui ont été votées, je pense notamment au Loiret Bien Vieillir, mais on fait des ajustements en fonction de l'exécution de ces plans. Voilà. Alors pour la CAF, a priori, c'est une convention des frais de gestion qui sont retenus tous les ans, d'après donc les renseignements que j'ai collectés. Par contre, effectivement, nous avons mené une action par rapport à la CAF. Comme les comptes de la CAF n'ont pas été certifiés sur 2 exercices par la Cour des comptes, donc on a considéré que on pouvait estimer
qui avait pratiquement 27 millions d'euros, donc sur un trimestre, où on pouvait se dispenser de payer, puisque c'est de la marge d'erreur que considère la Cour des comptes au niveau national. Voilà, donc c'est une démarche qu'on a engagée. Évidemment, nous avons provisionné les sommes dues, mais c'est pour quand même essayer de pousser la CAF dans ses retranchements et peut-être regarder plus précisément l'état de ses comptes. Donc la directrice de la CAF a été prévenue évidemment dans le Loiret. Il y a des discussions qui sont engagées, mais lorsque nous constatons, je crois que c'est quoi, 1 500 000 euros ou 1 300 000 euros d'indus qui sont versés par la CAF, notamment sur le RSA, et qu'ensuite il faut, c'est à nous, département, d'aller les rechercher, d'engager toutes les démarches pour rechercher ces indus, c'est quand même quelque chose qui n'est pas logique du tout. Donc voilà, je pense que c'est une alerte qui a été lancée. Un certain nombre de départements ont repris notre démarche, donc des départements de droite ou de gauche, d'ailleurs, tous confondus, hein, parce que quand on regarde l'Ille-et-Vilaine, c'est pas un département qui est de notre sensibilité. Je crois que l'Hérault a demandé aussi comment on a procédé. L'Hérault n'est pas un département de notre sensibilité. C'est une alerte hein, par rapport à la CAF. Donc, je pense qu'il faut qu'au niveau national, il y ait un électrochoc quelque part. Bon, localement, voilà, les relations sont plutôt bonnes, mais quand même, ça valait le coup d'essayer de faire en sorte que la CAF corrige le tir. Voilà les explications. Après, sur le reste, bon, toutes les lignes, ligne à ligne, je pense que là, il peut y avoir une réponse qui soit apportée. Oui, Hugues Saury. En 30 secondes, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Monsieur le Président, je pense que ça pose la question de la cohérence globale du système. Avec 3 intervenants, l'État, la CAF et les départements. On voit qu'il y en a au moins, enfin à mon sens, au moins un de trop en termes de cohérence et d'efficience. Et donc ça, je ne sais pas si ça évoluera, mais ça serait une bonne chose, à mon avis, de rationaliser un peu les dispositifs. Peut-être que vous pouvez en parler aux parlementaires, les saisir de cette question. Oui, Christine Tellier. Juste pour 2 choses. Oui, bien sûr, je sais que la sincérité des comptes nécessite qu'on prévoit la dépense, Monsieur Bouquet. Mais juste, je dis, il y aura une petite marge de manœuvre après pour nous donner un peu de positif sur ces questions. Et ensuite, la CAF n'est qu'organisme payeur. Donc, elle décide pas de faire des indus ou elle est organisme payeur, elle a un logiciel automatique dont elle se plaint quelquefois, donc il y a peut-être une question de cohérence à relever. On lui a imposé d'être organisme payeur, donc je voudrais en aucun cas qu'on pense que la CAF ne fait pas bien son travail et paye du RSA qu'elle devrait pas payer. Non, elle fait le travail qu'on lui demande de faire dans les conditions qu'on lui demande de faire. Bon, après cette petite pression dont vous nous parlez et que j'apprends nous coûte 176 000 euros quand même. Je vais laisser donc M. Dumay apporter la réponse, mais cette somme n'est pas exceptionnelle a priori. Dans la convention avec la CAF, il y a 2 modalités de financement de frais financiers que supporte la CAF. Premier point, c'est dans le cadre de la gestion de l'allocation. Et cette somme-là, elle est liée à l'évolution du taux d'intérêt qu'a la CAF sur ses frais de gestion des versements. Et il y a une deuxième clause qui est sur si le département paye en retard ses acomptes, là, il facture des intérêts. Les 176 000 euros n'ont rien à voir avec cette deuxième clause. Elles ont à voir avec la première. Cette deuxième somme, en fait, c'est aussi celle que l'on conteste par rapport au fait que la base de liquidation que nous envoie la CAF n'est pas certifiée conforme par la Cour des comptes. Ouais, je pense qu'effectivement, à un moment, il faudra. Si on ne peut pas avoir confiance dans les comptes de la CAF, c'est quand même dommage, quoi, au niveau national. Donc après, pour les petites marges que vous signalez, effectivement, sur telle ou telle ligne, nous voterons, je vous ai proposé de voter le budget primitif au mois de mars, fin mars. Donc on aura normalement le CA
2024, avec peut-être les reprises sur le compte administratif 2024 pour intégrer dans nos comptes dès le budget primitif. Donc c'est le but aussi de cette manœuvre. Beaucoup de départements s'engagent aussi à voter leur budget fin mars, tout à fait vraiment à la fin du mois de mars, quoi. Donc c'est pas une démarche isolée de notre part. Enfin, nous, ça fera. Donc l'année dernière, on l'a voté déjà au mois de mars, je crois. Non, c'était fin janvier. Non, on votait fin janvier. Et à une époque, on votait en décembre. C'est encore plus tôt. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Oui, Jean-Vincent Valliès. Oui, merci, Président. Concernant le canal, une demande d'information et une expression générale après. Le rapporteur général nous a indiqué une reprise de provision sur le canal assez importante. Est-ce qu'on peut avoir la garantie, étant donné qu'on a fait, et là il y a eu vraiment énormément de concertation, et en vous remerciant, Président, on a validé ensemble, d'une manière tout à fait unanime, un plan canal, sécurité et développement du tourisme. Et donc, est-ce que vous pouvez nous garantir que cette reprise de provision, malgré tout importante, ne met pas en cause les travaux et que les travaux ne sont pas modifiés, retardés ou abandonnés? Les actualités nationales et locales réactualisent bien évidemment tout l'intérêt et la vigilance que nous devons avoir sur le canal et nos rivières globalement, mais le canal singulièrement. Et l'expression que je voulais indiquer, Monsieur le Président, par rapport au canal, c'est vous dire la satisfaction que nous avons eue encore, je l'ai dit à un certain nombre là d'acteurs et de la direction qui s'occupe du canal, et en particulier de l'équipe de Monsieur Bergot, où encore une fois, j'allais dire encore une fois, jour et nuit, lors du dernier événement, là, il y a une dizaine de jours, où l'équipe du département s'est montrée exceptionnelle. Je pèse mes mots, mais exceptionnelle dans la disponibilité, l'écoute et la co-construction des réponses que nous avons à faire en direction de nos concitoyens et dans la gestion du canal. Voilà, vous dire vraiment la grande satisfaction de nos concitoyens et des élus locaux du travail de cette équipe. Voilà, merci à vous. Merci Jean-Vincent pour cette remarque. Je pense que tu as dû le faire directement aux agents en question, mais ça sera évidemment relayé aussi suite à nos discussions d'ici, à nos débats. J'ai la maire de Mardier aussi qui m'a témoigné son témoignage, le maire de Fayologe aussi. Effectivement, donc on voit qu'il y a eu un changement en tout cas par rapport à la gestion antérieure, donc avec plus de concertation comme tu l'as dit, et puis on agit immédiatement, on laisse pas le canal monter et déborder ou représenter un danger. Hervé, sur les travaux. Oui, peut-être un petit mot pour compléter effectivement les inquiétudes. Effectivement, il peut y avoir du décalage, ça c'est sûr. Par contre, notre priorité restant la sécurité liée, je dirais, au mouvement et au niveau d'eau sur le canal, ça c'est des choses qui sont entérinées. Après, il y a des adaptations qui nous sont demandées par les collectivités, en l'occurrence sur l'aménagement des clapets, par exemple, qui peuvent nécessiter un report de l'opération. Mais ceci étant, sur le fond, les travaux restent, je dirais, d'actualité tels qu'on les avait, je dirais, initiés au départ. Et j'ajouterais aussi que nous avons été bien subventionnés pour la véloroute. Donc, en tout cas, il y a des engagements, que ce soit de l'État, de la région, qui apportent vraiment des financements importants sur cette véloroute, et c'est tant mieux. Donc, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de souplesse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Aude Denisot. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas à la commission permanente ainsi que d'autres collègues. Donc je voulais juste attirer votre attention et vous remercier pour le premier rapport qui ouvrira cette prochaine CP, puisqu'il y aura un appel à candidature pour la définition et la mise en œuvre d'un plan de prévention sur l'usage des écrans. Donc je me réjouis que dans notre budget, nous puissions accorder des crédits à cette cause, puisque vous parliez que la prévention coûtait toujours moins cher que d'essayer de corriger les choses. Effectivement, vous voyez, j'apprenais aujourd'hui que la Direction générale de la santé recrute un monsieur écran pour s'occuper de ce sujet au ministère auprès de la santé. Donc c'est bien qu'il y a urgence et que je me réjouis qu'au conseil départemental du Loiret, nous prenions ce sujet à bras-le-corps. Merci, donc ça sera pour la réunion qui suit. Merci, c'est pas encore voté, mais merci pour ton propos. Et effectivement, je pense que là, c'est bien intégré
à tous les niveaux que l'addiction aux écrans, enfin je parle bien d'addiction, peut représenter un danger pour notre jeunesse. D'autres interventions, Madame Juste, puisqu'on en est un peu aux questions diverses, deux choses. Je l'ai dit en aparté à Florence Galzin, et puisqu'il en a été question à l'instant, je salue la qualité du cahier des charges, qui m'était très importante pour moi, comme je m'en étais exprimé déjà en session. Donc je vous remercie de cette qualité de cahier des charges et du lancement de ce plan. Vous voyez, la planification en prévention est un sujet important et qui est beaucoup plus efficace. Ça pourrait être sur beaucoup d'autres sujets. J'en reviens à l'idée d'un schéma départemental de prévention, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis juste, puisque vous parliez des investissements et de la livraison de la cité loiretaine, là, c'est un petit peu plus anecdotique, mais allons-y. Elle va donc bientôt, ça va être opérationnel. Il y a je crois une salle de sport dans la cité loiretaine, une salle dans laquelle on peut faire du sport. Quand est-ce que les membres de la SLAD pourront y accéder pour les différents, s'il vous plaît, en attente, parce que voilà. Notez. Florence, tu voulais prendre la parole. Juste, ça me donne l'occasion, à la fois l'intervention de Aude et ton intervention, de vous signaler que ce cahier des charges a fait l'objet d'un travail transversal entre la direction enfance-famille et la direction de jeunesse et éducation. Gros travail pour mettre... Ça a été fait véritablement en interne. Donc je remercie les deux directions, les deux directrices qui ont beaucoup travaillé sur la rédaction de ce cahier des charges. Ok, merci pour cette intervention. Vanessa Slimani. Oui, merci quand même sur cette délibération, peut-être une explication de vote. Qui sera évidemment en cohérence avec le vote du budget que nous n'avons pas voté. Donc une abstention sur cette délibération concernant l'ADM. Les éléments qui ont été présentés, notamment sur la capacité de désendettement, sur l'épargne brute, sont effectivement des signaux très faibles. Donc on sera évidemment attentif à l'atterrissage et à ce qui ressortira du compte administratif. En général, c'est quand même plus positif. Voilà. Pour autant, il serait intéressant, compte tenu de tout ce qu'il s'est dit depuis hier, qu'on puisse avoir quand même une visibilité sur la façon dont vous envisagez de travailler, notamment en commission, parce que il nous semble important, en tout cas, que, au regard de la construction à venir, il y ait des temps forts de partage. Ça a été évoqué par certains sur les éléments budgétaires, puisqu'il va y avoir nécessairement des arbitrages forts à faire. Est-ce que c'est dans chacune de nos commissions? Est-ce que c'est via une commission générale à un moment donné? Voilà, j'interroge comme ça, il n'y a pas de... mais il me semble pertinent, notamment avec, comme vous l'avez indiqué, un vote du budget plutôt en mars, que ça laisse évidemment le temps d'avoir ces temps de travail nécessaires pour préparer le budget 2025. Bien, merci. Alors, effectivement, donc chaque commission, chaque présidente et président de commission aura un travail à mener, évidemment, en concertation avec les élus, majorité, minorité. Ça va de soi. Donc, après, moi, je fais confiance à chaque présidente et président de voir comment ils aborderont la question sur une journée ou sur une demi-journée. Ça sera à voir. Nous aurons le ROB aussi, effectivement, qui sera discuté en janvier. Et puis, une commission générale, pourquoi pas, effectivement, suivant l'ampleur de l'impact du PLF et du PLFSS sur nos finances. Parce qu'à un moment, si la majorité, évidemment, fera des propositions sur lesquelles vous ne serez pas forcément d'accord, ça c'est évident, mais on peut estimer que vous ayez des propositions à faire aussi qui puissent être adoptées. Pourquoi pas? Ça, c'est la discussion et nous sommes en démocratie. Donc voilà, je peux vous répondre, je ne sais pas si ça vous convient, mais en tout cas, l'idée de mener une commission générale à un moment dans le mois de janvier n'est pas exclue. Bien, et j'ai bien compris votre vote aussi en cohérence avec
l'abstention sur le budget. Oui, Hugues Rimbourg. Oui, dans le même ordre d'idée du propos de Vanessa Slimani, ça serait utile d'avoir une évaluation de certaines des politiques pour construire le futur budget. Je pense par exemple dans notre commission à la politique du tourisme autour des canaux. J'ai demandé à ce qu'on ait une évaluation des actions, du tourisme autour des canaux. Et bon, c'est une politique parmi d'autres, mais je pense que c'est un point de départ nécessaire pour savoir où est-ce qu'il y a des économies à faire, et qu'est-ce qui marche pas. Et ça serait pas mal de disposer de ces éléments-là avant de pouvoir décider d'où apporter les économies qui vont devoir être faites. Je vous remercie. Voilà, donc effectivement. Et nous échangerons aussi en tant que, enfin, à l'ADF, département de France, sur les pratiques des uns et des autres. Nous avons des boucles WhatsApp qui tournent pas mal en ce moment. Mais voilà, je pense que moi, je suis attentif aussi à savoir ce qui se passera aussi bien dans les départements de gauche que dans ceux de droite, et comment la concertation avec les minorités est menée, aussi bien à gauche qu'à droite. Il y a quelques pistes, mais voilà, qui sont un peu identiques de chaque côté. C'est-à-dire que la minorité, quelle qu'elle soit, de gauche ou de droite, dit toujours que la majorité ne concerte pas assez. Enfin, en gros, c'est en résumé. Voilà, je vous propose de voter. Alors, je vous propose de voter. Après, alors, on a la commission permanente, mais entre les deux, il y a un reportage que je voudrais vous partager. Peut-être que ceux qui l'ont vu sur la protection de l'enfance, ceux qui l'ont vu, bon, bah, vous le verrez une deuxième fois, mais il est prêt à être diffusé. Donc, avant, on va voter. Ensuite, avant de clore la session, je vous proposerai de visionner ce film. Enfin, ce reportage, pardon. Alors, je mets aux voix. Donc, y a-t-il des votes contre cette décision modificative? Non. Des abstentions? Oui, donc 100% minorité qui s'abstient. Merci à vous. Donc, je vous propose maintenant, Anne Chevassu, donc de lancer le reportage. Donc, on va regarder, ça doit durer quelques minutes. Voilà, allons-y. Un beau message quand même qui est passé sur les antennes. Ça change des messages catastrophiques, mais qui sont une réalité aussi. Il y a parfois des violences. On voit bien que la protection de l'enfance, c'est pas toujours tout beau, tout rose, quoi. C'est pas toujours, voilà, ça peut être aussi parfois mal exercé, malheureusement. L'actualité nous en donne la preuve avec un procès en ce moment sur Châteauroux. Donc voilà, mais on a aussi de belles réussites comme celle-ci. Et quand Florence nous a décrit hier, donc à la suite de la mission, donc l'idée d'aller installer des petits lieux de vie comme ça sur tout le territoire, enfin tout le territoire, pour un maillage du territoire, je pense que c'est plutôt positif et on l'a vu dans ce reportage. Je pense, bon là, il n'y a pas de débat, hein, là c'est entre nous. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Sinon après, on a. Non. Oui, bien sûr, Florence, bien. Juste d'abord remercier les personnes du département qui ont initié ce reportage et les éducateurs qu'on a entendus, parce que c'est des éducateurs du département. Et l'idée que l'on avait aussi, et le journaliste a plutôt bien répondu, c'était de valoriser aussi les métiers de la protection de l'enfance pour aussi, de temps en temps, parler de ce qui va en protection de l'enfance et d'essayer d'être attractif pour les jeunes. Si on peut rendre attractifs les métiers, ça peut nous aider aussi. Bien, merci. Donc, écoutez, je vous propose... Oui, Marie-Agnès, bien sûr. Un petit peu quelque chose, parce que je suis dans pas mal de commissions, de lieux où justement on parle de protection de l'enfance, en particulier au conseil de famille. Il y a des gens merveilleux, il y a des gens qui font des choses super, et ça c'est vrai. C'est pas remis en question. Par contre, ce sont les ruptures de parcours qui sont terribles, qu'on maîtrise pas. Et 6 mois là, c'est retourner 3 mois chez les parents, revenir 3 mois. Enfin, c'est terrible. Et ça, on le maîtrise pas et c'est destructeur. Oui, on ne maîtrise pas les décisions de justice, malheureusement. Non, on ne le maîtrise pas, mais on le subit et puis on le voit. Oui, bien sûr. Donc, bien, écoutez, merci à vous toutes et tous. Merci pour ces nombreux échanges lors de cette session. Nous allons enchaîner immédiatement sur la commission permanente. Ensuite, je vous rappelle le déjeuner dans les salons de la Bretonnerie à 12h30. Et puis, pour ceux qui sont membres du CASDIS, du conseil d'administration du SDIS, eh bien, ça sera cet après-midi à 14h30. Voilà, merci à vous. Donc, un petit temps de pause de 5 minutes. Et puis ensuite, donc à 11h15, on prend la commission permanente.